Nickel. Par contre, t'es premier questeur ou questeur? Oui, Mais t'es premier questeur, c'est ça. Oui, tout à fait. Bonjour à tous, on peut commencer si c'est bon pour toi à la technique. Est-ce que la régie est ça tout marche. bon? Tu auras peut-être une question là-dessus d'ailleurs. Hein. Alors avant d'accueillir nos invités, on commence directement avec toi Brice. Merci d'être là. Donc moi je m'appelle Maxime. Et moi, c'est Apolline. Merci à toutes et tous d'être là. Donc c'est la première de cette émission. On est en plein test, donc il y a peut-être des choses qui vont mal se passer. On espère qu'il n'y a aucune caméra, aucune lampe qui va tomber sur Oui, ce serait bien. les invités. Normalement ça devrait le faire. C'est une émission qui s'appelle À l'affût. Le concept c'est qu'on a un SN du Parti Socialiste qui est là avec nous. SN voulant dire secrétaire national, Merci, bien sûr. Apolline, bien Avec sûr. plaisir. Pour venir parler d'un sujet en particulier, l'idée c'est de décrypter un peu les tendances politiques de demain ou les sujets qui feront l'actualité ou qui devraient faire l'actualité. Et donc là, on est là avec toi, Brice Gaillard, tu es secrétaire national au budget pour le Parti Socialiste. Et on va parler des donations succession avec le titre de cette émission qui s'appelle « En finir avec la société des héritiers ». Du coup, première question pour toi, pourquoi est-ce qu'on considère aujourd'hui qu'on est dans une société des héritiers? Pourquoi ce sujet il peut faire débat aujourd'hui dans l'actualité? Salut à tous. Bon, effectivement, pourquoi ce sujet il est extrêmement important? Parce que aujourd'hui, le Parti socialiste, il est l'héritier, je dirais, d'une doctrine du passé, mais qui est toujours actuelle aujourd'hui. C'est-à-dire que le PS, c'est la lutte contre les injustices, c'est la lutte pour la justice sociale, pour l'égalité, pour l'émancipation. Et aujourd'hui, on le voit, on est dans une époque où il y a toujours un niveau d'inégalité qui est extrêmement élevé. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on a pu voir dans le passé, les inégalités aujourd'hui, c'est avant tout des inégalités de patrimoine. Et le patrimoine, en fait, on traite ça au niveau de l'impôt de deux manières, en taxant globalement les stocks, c'est l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, mais également, on y reviendra, parce que c'est là le plus important, en taxant les flux, c'est-à-dire qu'on transmet du patrimoine et à sa descendance, c'est dans la plupart des cas. Donc l'idée, c'est voir comment, quand on est socialiste, on se positionne par rapport à ces questions qui génèrent des inégalités et qui les renforcent génération après génération. Et c'est pour ça que c'est véritablement un sujet de gauche avec des montants très très importants qu'il faut qu'on évoque un petit peu. Tout à fait. Alors juste pour les gens qui nous regardent, avec Apolline, donc on a sur nos téléphones l'application Twitch et donc on a aussi tous vos commentaires. Donc si vous avez des questions, Oui, on a le chat en direct et donc qui nous dit que le son n'est pas bon, mais promis, on essaye de régler ça au fur et à mesure. Vous avez peut-être participé au test son qu'on a fait juste avant. On travaille sur ça. et on remercie aussi Mathéo du coup qui va faire la modération dans le chat. Merci beaucoup Mathéo. Tout à fait. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, soit pour Brice ou soit pour nos invités qu'on va bientôt accueillir. Peut-être une petite question qu'on voulait poser au départ, est-ce que la taxation des héritages c'est de gauche ou c'est de droite? En réalité, c'est de gauche, évidemment, parce que nous, on le porte, pendant que la droite, elle porte justement le fait qu'on les taxe de moins en moins, mais avant tout, c'est citoyen. C'est citoyen, parce que depuis la Déclaration des droits de l'homme, on nous dit que c'est à chacun selon ses moyens, à chacun ses possibilités, et effectivement, on peut se poser la question, vous savez, c'est un vieux proverbe dans Beaumarchais, c'est qu'est-ce que vous avez fait à part naître? Mais la question, c'est ça. Est-ce que c'est juste dans la société que certains naissent très très riches et d'autres très très pauvres? Un exemple, on en parlait avant l'émission, 100% des nouveaux milliardaires de moins de 30 ans l'an dernier, c'est des gens qui eux-mêmes sont les enfants de milliardaires. Donc on le voit bien, la richesse, elle vient pas de nulle part, elle vient d'une descendance, c'est le but de la politique et la gauche, c'est ça qu'elle porte, c'est de rééquilibrer les choses pour que tout le monde ait les mêmes chances au départ. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette mise en contexte. N'hésitez pas si vous hashtag taxer les riches. Voilà, on a dans les commentaires. Mais n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, si on va très vite sur certains sujets. Et on peut peut-être faire une mise en contexte précisément, justement parce que du coup dans le titre de notre émission, on avait donation et héritage et ça pourrait être bien selon moi de mettre en reflet ce que ça veut dire et parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant de ce que c'est les donations, les héritages. successions, peut-être rapidement. Voilà. Schématiquement, donation, c'est c'est de la part d'un vivant, succession, c'est de la part d'un mort. Globalement, un héritage, une succession, c'est quand une personne décède et lègue principalement à ses descendants, même si c'est pas toujours le cas, de l'argent. Une donation, c'est la même chose, mais la personne le fait de son vivant. C'est-à-dire qu'on transmet à son héritier, la plupart du temps, une certaine somme d'argent.
Voilà, Ok. donc schématiquement, vivant, mort. Ouais, c'est ça. Donc, nous, dans le chat, les socialistes, payez vos cotisations, il y a besoin de sous pour les micros. On est en pleine émission test pour celles et ceux qui nous rejoignent. C'est la première émission sur la chaîne Twitch Parle Socialiste. Donc, il y a sûrement des petits bugs techniques, c'est normal. On fait appel à votre indulgence, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours aussi sur la technique si jamais vous en avez, mais aussi poser des questions sur le fond. Il faut que moi, je parle moins fort. Apparemment, c'est pour ça que c'est saturé, c'est parce que je parle trop fort. Tu nous satures. Ok, donc je sature déjà le chat, super. Alors, on va accueillir les invités. Est-ce que tu peux nous les présenter, puis ils vont nous rejoindre? Bien sûr. Alors, tout d'abord, il y a Christine Pires-Bonne, qui est députée du Puy-de-Dôme et qui est désormais première questeur de l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Et Nicolas Rénaud, qui est économiste, professeur à l'Université de Rouen-Normandie, et tous les deux sont spécialistes des questions d'héritage. Voilà, Nicolas a écrit plusieurs ouvrages là-dessus, et Christine a été l'une des premières socialistes à porter des travaux là-dessus. Elle a écrit une proposition de loi, alors si je dis pas de bêtises, c'était en 2020. Et tu, d'ailleurs, en as porté une autre plus récemment qui est en cours d'examen, mais sur une partie de réglementation liée aux héritages. Donc voilà, on a deux spécialistes du sujet avec nous pour cette émission. On va te laisser poser notamment les questions qui sont prévues, mais j'en pose une déjà qui sont dans le chat, c'est pas une question, mais on dit il faut interdire les héritages, on raffole tout et on distribue aux jeunes. On rafle tout. On rafle tout, pardon, Je pense que c'est ça. on rafle tout et on distribue aux jeunes. Je crois que c'est notamment une proposition de Piketty à un moment donné qui parlait de ça, mais alors là, est-ce qu'il faut interdire les héritages complètement? Je ne sais pas si c'est votre position, mais en tout cas, il y a ces propositions dans le chat, comme vous le savez. Mais on voulait cette... C'est sûrement pas la meilleure façon de faire avancer le sujet. Donc complètement interdire. Ouais. Du coup, sur le premier sujet, peut-être que tu voulais aborder, Brice, avec eux. Oui, effectivement, peut-être qu'on parle avec Christine notamment des questions de montant, de volume financier, parce qu'on a du mal à réaliser ce que c'est, mais vraiment c'est très significatif. Et pour la petite anecdote, effectivement, il y a toujours eu une partie de la famille socialiste qui a été pour prendre l'intégralité des héritages. On va le rappeler, c'est quand même pas constitutionnel. La spoliation complète, dans le droit français, ça marche pas depuis la Révolution française. On essaie de préserver quand même les intérêts privés des gens dans une... On peut dire à la bouche interstellaire qui nous regarde que malheureusement ta proposition est anticonstitutionnelle. Donc Voilà. ça ne fonctionne pas. Super. Désolé pour Alors, sur cette première question, donc on a bien compris que l'héritage, c'était à la fois lors d'un décès et à la fois une donation. L'héritage, c'est l'ensemble, succession, donation. C'est un flux d'environ 300 milliards par an. Donc 300 milliards, c'est pas rien. On a sûrement beaucoup de mal, ceux qui nous regardent, à réaliser ce que ça représente. Moi aussi. Mais c'est un peu plus, par exemple, du PIB de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la deuxième région de France. Voilà, c'est 8 millions d'habitants, c'est 1,2 million d'entreprises. Donc c'est un flux annuel équivalent à cette richesse produite dans cette deuxième région de France. C'est donc énorme et ça va l'être encore plus parce que bientôt ce flux de 300 milliards, il va atteindre assez vite 400 milliards d'euros. Un deuxième éclairage peut-être sur ces 300 milliards d'euros, c'est de les mettre en perspective avec le montant des retraites distribuées dans une année. On distribue à peu près 300 milliards de pensions, de retraites dans une année. On a aussi donc des flux, un flux successoral donc de 300 milliards, un flux des retraites de 300 milliards. Donc, grosso modo, c'est équivalent. Et on pourrait se dire, c'est un jeu à somme nulle. Sauf que ça crée évidemment énormément d'inégalités sur le temps long. Et les actifs qui cotisent, tous les actifs cotisent pour les retraités. Sauf que toutes les personnes ne reçoivent pas d'héritage. Tout à fait. 65%, si le chiffre est toujours bon, ne reçoit rien, quasiment rien. Et très peu, une toute petite poignée reçoit énormément d'héritage. Donc on est bien dans un jeu à somme nulle, mais c'est un système très très inégalitaire. Peut-être un autre chiffre, c'est que l'impôt sur ces héritages, c'est 1% du budget. C'est pas énorme, et c'est vrai aussi dans les autres pays, même si voilà, c'est un peu plus en France qu'ailleurs, mais c'est quand même très 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 peu. En 1910, en France, c'était pas 1%, c'était 8% en 1910. Et au Royaume-Uni, en 1910, c'était 18%. Donc en fait, la part de cet impôt, elle diminue. Elle diminue, contrairement évidemment à ce qu'on
à ce qu'on entend. La première peut-être chose à faire, ce serait effectivement de mettre fin à ce mythe d'une fiscalité sur les héritages qui est confiscatoire, ce qui n'est pas du tout le cas. Et en volume, ce 1%, c'est à peu près 15 milliards d'euros dans le budget de l'État, les produits des successions. Voilà. Okay. Si on veut comparer par rapport à la TVA, c'est plus de 200 milliards. Hein. Okay. Donc voilà. Et la TVA, elle est payée par tout le monde et au même taux, quel que soit le salaire. C'est-à-dire que la TVA sur 1 litre de lait, c'est la même pour un smicard que pour un banquier, par exemple. Et parce que du coup, on avait aussi, nous, repéré quelques chiffres, effectivement, pour mettre en contexte et pour aider aussi à ancrer, en fait, qu'est-ce que ça signifie, cette réalité des inégalités dans l'héritage et dans les successions. C'est qu'effectivement, du coup, il y a la moitié des personnes qui reçoivent, en termes d'héritage, moins de 70 000 euros. Et comme tu disais, donc énormément de personnes qui reçoivent même rien du tout. Et par contre, les 1% les plus riches, en moyenne, héritent, enfin même au minimum, héritent des 4 millions d'euros. Donc c'est quand même énorme. Effectivement, on voit qu'il y a une disparité qui est quand même assez conséquente, si disons. vous prenez par exemple tous les enfants qui vont naître en 2025, effectivement, vous allez avoir 1% de ces bébés, de ces enfants, qui vont avoir en moyenne 4 millions d'euros. Ouais, c'est ça. Et puis, vous aurez 50% qui n'auront rien du tout. Rien du tout. Voilà. Donc, c'est un déterminisme social. Cet héritage-là, c'est vraiment du déterminisme social. Et c'est la fameuse citation que Brice a donnée tout à l'heure. Ouais. Alors, je salue juste une personne qui nous rejoint dans le chat. Tu as des fans, Christine, qui nous rejoignent dans le chat. Christine voilà. Donc, salut Margot, salut Rekpit, salut Vladimir, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Merci beaucoup de poser vos questions dans le chat. Alors, il y a des questions notamment de savoir est-ce que si on taxait les successions, on pourrait les flécher directement vers les retraites est-ce que c'est un sujet qui vous parle ou est-ce que ça vous semble cohérent? Dans la proposition de loi qu'a évoquée Brice tout à l'heure, que j'ai déposée en 2020, moi, dans l'exposé, me semble-t-il, je disais effectivement qu'une partie de ce produit supplémentaire, si on revoyait le système, pourrait servir à financer le vieillissement de la population. Parce qu'on a un mur démographique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de personnes âgées qui aujourd'hui déjà ne sont pas bien prises en charge, qu'elles restent à domicile ou qu'elles soient en établissement dans les EHPAD, elles ne sont pas bien déjà prises en charge. Donc ça veut dire que même si on gardait le même nombre de personnes âgées, il faudrait déjà plus d'argent pour faire mieux et pour mieux payer les personnels sur des métiers très difficiles. Sauf qu'en plus de ça, on va avoir un volume, l'effet volume, c'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de personnes âgées. Donc on a besoin d'argent. Donc une partie de ça pourrait aller vers la dépendance, mais ça pourrait aller ailleurs. Mais le fléchage, ça a peu d'importance. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut absolument qu'on avance sur ce sujet parce que c'est très injuste. Et ce que disait Brice tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, les inégalités, elles ne se creusent pas, mais j'y reviendrai, elles ne se creusent pas en fonction des revenus. À cause des revenus, des inégalités de revenus, elles se creusent bien à cause des inégalités de patrimoine et donc à cause de la transmission des patrimoines. Oui, en fait, faire une accapération génération après génération. Désolée pour le atout. En gros, là-dessus, par rapport à la question qui est posée, il faut être très clair, on distingue bien deux choses. La première chose, c'est déjà comment on taxe, c'est-à-dire les recettes qui rentrent dans le budget de l'État, et après comment on l'utilise. Comment on l'utilise, Christine le disait, il y a plusieurs opinions, plusieurs solutions. En tout cas, au PS, on est d'accord sur un truc, c'est que ça doit aider à faire de l'intergénérationnel. Parce que, effectivement, c'est de la transmission d'argent entre les générations. La taxation là-dessus, on aide soit les jeunes, c'est l'idée du capital républicain, soit effectivement à financer la dépendance, parce qu'on a quand même un gros sujet là-dessus. On parle beaucoup du financement de la transition environnementale et c'est normal, mais on a aussi ce mur financier social là avec la prise en charge de la dépendance qui arrive et aujourd'hui on ne sait pas faire, en tout cas on n'a pas les outils. Et en tout cas voilà, c'est quand même des montants qui sont conséquents. On disait, pour replacer dans le contexte, on parle beaucoup de restaurer l'ISF ancienne version avant que Macron le détruise ou en tout cas l'affaiblisse beaucoup, c'est à peu près 5 milliards de recettes par an. Là on est à 15 milliards de recettes par an sur ce qu'on appelle les DMTG, les droits de mutation à titre gratuit, c'est-à-dire les héritages en gros, donc ça montre bien que c'est 3 fois plus. On a quand même de l'argent public à aller chercher et encore une fois, nous les socialistes on est très clairs, on ne veut pas taxer pour embêter les gens. C'est pas le sujet de vouloir se venger. Alors, taxe de riche, c'est un très bon slogan, mais en réalité, notre position, elle est pas là. Notre position, elle est pas d'être discriminant, elle est d'être équitable, parce que il y a, et c'est le point suivant, il y a une question véritablement de différence d'accès à l'imposition. C'est-à-dire que les plus riches font de l'optimisation fiscale à haut niveau là-dessus, tandis que les autres, n'ont pas la possibilité de le faire.
Du coup, sur l'inégalité, je pense, Nicolas, tu peux y aller sur les niches fiscales, notamment. En fait, qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'ai envie de te poser une double question, mais notamment, moi, je suis surpris que cette question-là, elle est aussi impopulaire, alors qu'au final, ce dont on parle là, c'est quand même de taxer les riches, je sais pas, je le résume comme ça, mais en tout cas, de taxer l'héritage des plus riches, parce qu'aujourd'hui, on considère qu'en vérité, ils sont pas très bien taxés par rapport à ce qu'ils pourraient être, en fait. Oui, il y a plein de débats sur cette question-là. En effet, c'est un impôt qui est compliqué, mais on va dire comme la plupart des impôts. En fait, rarement les impôts sont très simples, mis à part la TVA peut-être, mais encore il y a plein d'exceptions. Ouais. Donc l'impôt sur les successions, il n'échappe pas du tout à ça. C'est pas pire, je pense, l'impôt sur le revenu, mais en fait, il est très mal connu, quoi. C'est juste qu'on rencontre, enfin, t'en as connu pour des bonnes raisons, c'est qu'on le rencontre assez tard dans sa vie. Oui. Gros, quand ses parents décèdent, ce qui n'est pas le meilleur moment, puis c'est assez tardif, et tant mieux, si c'est plus en plus tard, mais du coup, c'est pas un impôt comme l'impôt sur le revenu qu'on va remplir plus ou moins tous les ans, et on voit à peu près comment ça fonctionne. Et c'est la méconnaissance. Et non seulement les gens le méconnaissent, mais on a l'impression qu'ils vont payer beaucoup plus que ce qui est dans les faits, en fait. Donc après, il y a plein de règles, donc c'est compliqué, mais quand on demande aux gens, à votre avis, combien est-ce que vous allez payer sur ce genre de transmission, les gens surestiment vraiment très fortement. Donc, une fois qu'on leur dit les vrais chiffres, bizarrement, c'est beaucoup moins impopulaire, quoi. Donc c'est un truc assez classique. Qu'est-ce qui se passe pour les très très riches? Parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est savoir. Parce que moi, de ce que j'ai lu et de ce que j'ai compris, en gros, les très riches, ils échappent à une partie de ce qu'ils devraient payer sur les taxes, enfin sur l'héritage. Et déjà, comment c'est possible? Et est-ce qu'on peut le réguler? Ou est-ce qu'il y a des propositions de loi qui permettent de le faire? Non, tout ça, c'est des règles qu'on a choisies. En fait, ce qui est compliqué avec cet impôt-là, c'est qu'on a multiplié en fait, les règles depuis une trentaine d'années, ce qui fait que le premier problème, quand même, c'est qu'en fait, à héritage égal, donc deux personnes qui reçoivent 500 000 euros, 1 million d'euros, enfin le montant que vous voulez, peuvent payer des impôts très inégaux au final. Quelqu'un peut vraiment payer zéro, quelqu'un va, tandis qu'un autre montant identique va être imposé très fortement. Et ça va dépendre de plein de paramètres. Genre notamment si on est de la place dans la famille ou le premier paramètre c'est ça, mais je pense qu'on va y revenir après, c'est le lien de parenté. Donc transmettre à son enfant, à ses petits-enfants ou à quelqu'un qui est en dehors de la famille, c'est pas du tout pareil, à montant égal. Ouais. Donc ça c'est vraiment le premier élément. Mais ce qui va jouer beaucoup sur l'inégalité face à l'impôt, c'est ce qu'on appelle les niches fiscales en fait. Donc il y a un terme, on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière, qui sont en fait toutes les règles qui vont jouer notamment sur le type de bien en fait qu'on va transmettre. On transmet une maison, une assurance vie, une entreprise de la même valeur, c'est pas du tout le même impôt derrière, quoi. Et donc ça, vous avez intérêt en fait à optimiser votre impôt, donc c'est tout à fait légal, mais à placer plutôt votre argent sur des assurances vie que sur une maison ou que sur un livret A par exemple, quoi. Et donc il y a autant de règles à peu près que d'actifs, donc c'est très compliqué même pour des gens qui sont soi-disant spécialistes du sujet. On peut vraiment y passer 3 heures pour expliquer chacune des règles, ce qu'on va pas faire ce soir, je pense, mais c'est vraiment ça qui est très important. Le dernier élément qui joue pas mal aussi, c'est ce qu'on va appeler la périodicité. Donc transmettre ce qu'on disait au début du vivant ou attendre son décès pour transmettre, c'est pas la même chose non plus, quoi. Donc en gros, si vous voulez optimiser votre impôt, il faut s'y prendre très tôt dans la vie, mais largement avant de décéder. Il ne faut pas s'y prendre sur votre petite mort parce que c'est trop tard. Et il faut miser, on va dire, sur les bons actifs qui sont le plus défiscalisés, quoi. Si je peux me permettre, merci beaucoup pour toutes ces explications. Mais est-ce que justement tu peux vulgariser peut-être un petit peu plus tout ça et expliquer un petit peu plus tout ça, parce que du coup nous on s'est ne serait-ce que renseigné sur ce sujet pour aujourd'hui, et puis on a eu l'occasion aussi peut-être d'aborder un petit peu le sujet par d'autres occasions, mais c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Et du coup là par exemple tu parles effectivement de s'y prendre à l'avance, du coup c'est-à-dire en fait comment est-ce que justement il y a des personnes qui s'organisent pour justement en fait transmettre de leur patrimoine au fur et à mesure. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus tout ça? C'est ça, donc il y a énormément de règles. En fait, dans les grandes lignes, ce qui est le plus important. En fait, donc, il y a un premier élément, c'est les donations. C'est qu'on peut transmettre à chacun de ses enfants, tous les 15 ans, 100 000 euros sans payer un centime d'impôt. Vous pouvez renouveler ça tous les 15 ans. C'est-à-dire que si vous le faites sur votre vie de mort, c'est trop tard. Donc, il faut s'y prendre vraiment dès que vous pouvez et très tôt dans la vie des gens. Il y a d'autres règles, d'autres principes qui sont le démembrement. Donc ça, c'est une forme de donation. Alors, je ne vais même pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est ce que font vraiment toutes les plus grosses fortunes, en fait. Pourquoi la fille Liliane Bettencourt a pu hériter sans payer trop d'impôts? C'est qu'elle a reçu largement avant que sa mère décède, en fait. Donc très tôt dans sa vie, le patrimoine est transmis. C'est quoi le démembrement? Parce que sur le démembrement, en fait, c'est un terme, c'est assez simple à comprendre. Tout le monde en a entendu parler, en tout cas la plupart des gens. Vous savez, c'est les fameux usus, habitus,
usufruit quand vous avez une maison principale, que la maison principale elle va être transmise petit à petit aux enfants pour permettre à la personne de continuer à habiter la maison tout en fiscalement réduisant le poids que ça paiera au moment des impôts. C'est ça, donc on transmet une partie symbolique de la maison tout en permettant à la personne d'y habiter. Et ça, pour le coup, c'est la résidence principale, c'est encore un cas à part là-dessus, parce qu'il y a un attachement évidemment symbolique à la résidence principale pour chacune et chacun d'entre nous. En tout cas, la plupart d'entre nous, souvent, je le souhaite pour tout le monde, on est attaché à la maison dans laquelle on a grandi. Donc il y a ces petites règles, et c'est ça le démembrement, c'est arriver à casser les choses pour en fait payer moins d'impôts à la fin, quoi. Du coup, dans le chat, si vous voulez nous dire si vous avez déjà reçu un héritage ou si vous avez déjà dû transmettre des héritages, dites-nous comment ça s'est passé pour vous. Là, pour le moment, j'ai l'impression que dans le chat, on a plutôt des gens qui n'ont pas eu cette question à gérer. Déjà, on a qui a 100 000 euros à transmettre, en fait. Il y a 100 000 euros à transmettre tous les 15 ans. Voilà. Oui, déjà. On peut démembrer ses enfants, alors je crois que ça va être très compliqué. C'est pas la même chose. C'est un bon sujet, ça. Il y a une question intéressante qui est sur ça Moi, je veux bien répondre sur la concerne question. ça concerne quelle part de... Non, oui, j'ai déjà. Ça concerne quelle part de la population aussi, cet enjeu, enfin ce truc-là, c'est-à-dire que quand on dit si on veut améliorer, en gros, taxer les hauts patrimoines, on parle de qui? On parle de combien de pourcentage? Il y a peu de gens qui payent l'impôt, c'est-à-dire que 90% des gens ne payent pas l'impôt, c'est-à-dire que soit vous recevez pas grand-chose, ce qu'on disait, soit vous recevez moins de ces 100 000 euros, ou vous les recevez en plusieurs fois, etc. Donc en fait, c'est un impôt qu'on dit qu'il est surestimé, c'est que 10% des gens le payent, et sur ces 10%, surtout, vous avez des taux sur les premiers qui sont assez faibles en fait. Les transmissions entre parents et enfants, qui est le gros des transmissions qui nous concernent pour les inégalités, le taux moyen c'est 2%, donc c'est 0% pour plein de gens, et ça va être au maximum, enfin c'est ce qui avait été montré, à peu près 10%, donc on est rarement sur des taux qui vont être confiscatoires. Donc peu de gens le payent, la plupart des gens échappent à l'impôt parce qu'ils n'ont pas grand chose à transmettre. Donc, il y a quelqu'un qui nous demande si c'est pour transmettre juste la maison familiale, est-ce que vous êtes contre du coup? Alors, du coup, ça va peut-être rejoindre on propose autre chose, nous, les socialistes, en fait. L'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, on se place à chaque fois qu'on a un dossier de succession, on se place du point de vue de celui qui décède ou de celui qui donne. Et donc, l'idée des socialistes, qui est un système qui fonctionne en Irlande, c'est de dire, on va se placer du côté de celui qui reçoit. Et l'idée, c'est de dire à tout le monde, à tous les Françaises et tous les Français, nous, on propose que chacun et chacune puisse recevoir tout au long de sa vie 300 000 euros sans rien payer. En une fois, en deux fois, en trois fois, de la part de ses parents, de la part de ses grands-parents, de la part d'un inconnu, peu importe, on se place de celui. Donc on inverse tout. C'est radicalement, c'est une réforme systémique et pas paramétrique. On ne change pas un petit paramètre par-ci, par-là. Non, on change tout. Ça prend un peu de temps, mais ça fonctionne ailleurs, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en France. Le mérite, c'est que c'est très clair pour tout le monde. Vous savez que dans votre vie, vous pouvez hériter 300 000 euros et que vous ne payerez jamais rien. Alors qu'aujourd'hui, même ceux qui héritent de 50 000 euros pensent payer quelque chose et ils ne payent rien. Mais ils ont cette angoisse-là de dire « Ouh là là, mon Dieu, quand je vais hériter, je vais payer ». Alors que ce n'est pas vrai. Mais il faudrait qu'on s'interroge pourquoi ce mythe il perdure, en fait. Il perdure parce que ceux qui y ont intérêt l'entretiennent. Voilà. Et ceux qui y ont intérêt, c'est effectivement ceux qui bénéficient des systèmes dont a parlé Nicolas. C'est-à-dire ceux qui vont hériter des sommes énormes. Donc, la première des choses à faire, si on veut vraiment avancer sur ça, c'est de donner les vrais chiffres, de dire vraiment ce qu'est aujourd'hui la fiscalité sur les héritages. Et ce qu'elle n'est pas, en fait. Et ce qu'elle n'est pas. Et c'est surtout pas un système confiscatoire. Pas du tout. Donc là, du coup, si on rattache ça à une maison, en l'occurrence, du coup, en fait, il y a... vous avez par exemple, dans le chat, vous avez tout à l'heure une question. Moi, j'ai hérité d'abord de mon papa en 2012. J'ai un frère, j'ai rien payé. Alors bon, c'était pas une maison sur l'île de Ré, c'était une maison dans le Puy-de-Dôme, certes. Mais il n'y avait pas qu'une maison, il y avait une assurance vie, etc. Je n'ai rien payé. 2018, c'est ma maman qui décède. J'hérite à nouveau avec mon frère. Je n'ai encore rien payé. Voilà. Le montant total, entre la maison, l'assurance vie, de mémoire, je vous dirais 200 et quelques mille euros. C'est pas beaucoup, évidemment. Mais n'empêche que j'ai rien payé. Et je suis sûre que plein de gens
dans la situation dans laquelle j'étais, pensaient payer quelque chose. Alors, ça pose la question du mérite, effectivement. J'ai fait quoi pour mériter ça? Alors, mes parents ont travaillé effectivement dur. Mon père était ouvrier, ma mère était femme de ménage, ils ont travaillé dur. Et eux, en se plaçant de leur côté, bah, ils ne voulaient surtout pas qu'il y ait des taxations, parce qu'ils estiment qu'ils ont travaillé et qu'ils veulent... Voilà. C'est pour ça qu'il faut se placer du côté de celui qui reçoit. Si vous inversez le système, on ne raisonne plus du tout pareil. Et moi, quand je reçois 30 000 euros d'assurance vie, bah, je me dis, si j'étais taxée, s'il y avait une taxe sur ce petit pécule, bah, ce serait assez logique finalement. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai gagné cet argent. Très bonne réflexion. Alors, du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On peut nous dire dans le chat, c'est quoi votre avis sur cette question des donations et des successions? Parce que ce que j'ai dit au début, c'est que j'ai l'impression que c'est un truc qui est très impopulaire. C'est-à-dire et à tort, en fait, c'est bizarrement, même les personnes qui ne sont pas concernées sont vent debout contre un truc qui ne les concerne pas. Comme si, sans vouloir faire le complotiste de première zone, mais de dire, comme si les riches avaient réussi à nous faire croire qu'en fait tout le monde était concerné par ça, et que du coup, si on touchait aux successions en donation, ça touchait tout le monde, alors qu'en vérité, ce que dit tout à l'heure Nicolas, notamment, c'est que ça touche très peu de gens au final. Bah, en fait, c'est impopulaire parce que déjà les questions sont toujours hyper mal posées, toujours très binaires. C'est est-ce que vous voulez supprimer l'impôt ou supprimer l'héritage? Aucune proposition n'est dans un sens ou dans l'autre. C'est un entre-deux aussi, il faut doser, il faut trouver les bons niveaux. Donc déjà, l'impopularité de l'impôt, j'y crois. On peut y croire, mais déjà c'est très fou, vraiment là. Mesurer, surtout, il y a pas mal d'expériences, alors pas trop en France, mais à l'étranger, où dès qu'on donne aux gens les infos sur comment fonctionne l'impôt, sur qui reçoit quoi, les gens changent d'avis, quoi. Donc vraiment, cette impopularité, en fait, c'est utilisé comme un argument pour dire les Français n'en veulent pas, donc supprimons l'impôt. Sauf que déjà, si on leur dit comment ça fonctionne, qu'on évalue un peu les choses, ils peuvent vraiment changer d'avis. Et je trouve que l'impopularité aussi, bizarrement, quand les gens sont contre, par exemple, la réforme des retraites, là, on ne va pas dire justement, c'est impopulaire, donc retirons la réforme. On utilise aussi à bon escient. Bon, je ne suis pas stratège politique, mais je trouve ça un peu hypocrite à chaque fois. Si tu veux, là-dessus, tu as deux éléments qui sont compliqués. Le premier, c'est comment on trouve la règle qui est juste. Christine le disait, on peut proposer 300 000 euros comme seuil, par exemple. Mais à ce moment-là, ça correspond, bon an, mal an, à une moyenne nationale d'une résidence. Bien évidemment qu'il y a des écarts très forts dans les territoires. Vous le savez, une maison à Paris n'a pas le même coût qu'en Corrèze ou ailleurs, c'est évident. Mais bon, à un moment, le but de la loi, c'est de trancher, d'essayer de faire une moyenne. Ce ne sera pas parfait, mais ce sera mieux qu'aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est que tu as un écart qui est complètement dingue aujourd'hui entre le taux théorique de l'impôt et la pratique. En réalité, quand tu regardes le Code général des impôts, là où c'est marqué, le taux le plus élevé en ligne directe, c'est-à-dire vers tes enfants, tu peux aller jusqu'à 45% de niveau de taxation. C'est-à-dire que tu es censé, si tu hérites de 1 million d'euros, tu es censé payer 450 000. En réalité, ce qui se passe, comme Nicolas le disait, c'est qu'il y a tellement de dispositifs qu'à la fin, tu payes 2%. Donc, dans la tête des gens, c'est fou, quoi. Dans la tête des gens, tu payes 45%. Mais en réalité, c'est pas du tout vrai. Donc, tu as un décalage psychologique qui est énorme là-dessus. Et puis, dernier élément, quelque part, je dirais qu'il n'est pas si grave que ça. Les gens qui ont peur de payer de l'impôt, c'est les gens qui sont positifs sur la vie et qui pensent qu'ils vont réussir dans la vie, qu'ils vont réussir à constituer du capital dans la vie pour le transmettre à leurs enfants. Il y a aussi, je dirais, un caractère un peu désintéressé dans la chose. C'est pour ça qu'il faut le prendre aussi avec un peu de recul et pas simplement dire que ceux qui veulent pas payer d'impôts, c'est un manque de démocratie, de citoyenneté, etc., etc. C'est aussi des gens, on peut le comprendre, et qui ont envie de préserver leurs enfants, de leur transmettre quelque chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça, et ça rejoint la proposition des socialistes, que nous, on distingue vraiment la question de la résidence principale, parce qu'il y a un côté émotionnel sur cette question qui est extrêmement fort. C'était une proposition dans le chat de pourquoi pas exclure les biens immobiliers des taxes de l'héritage ou le limiter à un bien. Ça revient au même. Globalement, par le seuil, on revient au même résultat. Parce que si on fait ça en limitant explicitement au bien immobilier, tu as un biais. C'est que tu vas différencier ceux qui sont propriétaires d'un bien, qui souvent sont les plus aisés, qui seront favorisés par le dispositif, au détriment de ceux qui n'ont pas réussi, par manque de moyens, à acheter dans leur vie et qui du coup ne bénéficieraient pas du dispositif. Donc avec un montant net, tu t'adresses à tout le monde, les propriétaires comme les non-propriétaires. C'est quand même plus équitable comme ça. Moi, si je peux me permettre, j'avais deux questions du chat aussi que je pense peuvent être intéressantes. La première, combien de Français du coup ne recevront jamais d'héritage dans leur vie et du coup qu'est-ce qu'on prévoit pour elles et eux? Et la seconde, est-ce que du coup pour réussir à taxer les héritages très riches, il faut supprimer les niches fiscales? Alors je sais pas qui veut répondre à quoi.
En fait, un des problèmes qu'on a, c'est qu'on a du mal à mesurer qui reçoit quoi. Ça paraît très bizarre, ça veut dire qu'on raconte n'importe quoi depuis le début. Vraiment des statistiques sur qui reçoit quoi, qui paye quoi. Donc c'est un peu compliqué de répondre à la question. Ce qu'on sait, c'est que les 50% des Français les moins riches reçoivent pas grand-chose. Donc peut-être personne ne reçoit jamais zéro, parce qu'on peut avoir des... on peut avoir des montants symboliques qu'on reçoit, on peut avoir un peu d'argent sur un livret, etc. Donc recevoir zéro, c'est quand même assez rare, mais il y a plein de gens qui vont recevoir quelques centaines ou quelques milliers d'euros, donc qui passent largement en dessous des 100 000 euros. Voilà, donc en fait, pour les 50% les plus pauvres, reçoivent pas grand-chose, après le montant exact. Et en effet, après, si on taxait les plus riches, un des outils, on peut revoir les taux, le taux dont parlait Brice, on peut le monter à 100%, mais sauf que déjà, aussi cher, et surtout si vous avez plein de moyens de contourner l'impôt, c'est on peut supprimer le fait de devoir donner 100 000 euros, le fait que c'est possible de donner 100 000 euros tous les 15 ans, ça par exemple. Alors, on pourrait le faire, sauf que les propositions qui sont en discussion, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pendant le Covid, sous prétexte d'aider les jeunes, bref, pendant le Covid, on a eu un amendement de la droite pour donner 100 000 euros de plus, sans rien payer, pendant un an à ses enfants et petits-enfants, si je ne me trompe. L'amendement a été adopté. Et quand on a demandé l'évaluation, combien de familles ça a concerné? Les législateurs, après tout, on n'a jamais eu une réponse. Oui, parce que pareil, parce que ça a concerné évidemment un tout petit nombre. Qui a 100 000 euros pour donner à ses deux enfants alors... chacune en plus. Oui, bien sûr, par enfant. Forcément, des très riches familles qui ont beaucoup d'enfants peuvent du coup potentiellement enlever 300 000, 400 000 euros tous les 10 ans. Les donations, c'est qu'elles sont encore réparties encore plus inégalement, parce qu'il faut entre guillemets avoir du cash. Si vous êtes propriétaire de votre maison, ce qui n'est déjà pas le cas de tout le monde, pour la donner de votre vivant, il faut en gros la vendre, c'est un peu compliqué, parce que la plupart des Français ne vont pas faire. Donc pour donner 100 000 euros à quelqu'un, il faut avoir 100 000 euros en gros sur votre compte et les donner. Donc c'est pas les donations, c'est vraiment encore plus inégalement réparti. Après là-dessus, tu sais ce que la personne qui suit disait là, c'est est-ce qu'on peut améliorer les niches? Après il faut bien avoir en tête que la droite a fait le contraire de nous. Sous Sarkozy, par exemple, c'était pas tous les 15 ans que vous pouviez donner, c'était tous les 10 ans. Donc effectivement, il y a effectivement une différence profonde entre la droite et la gauche. Après, à l'autre extrême, attention à pas être trop bourrin. Je le dis volontairement comme ça, parce que ça peut être contre-productif. Je prends juste un exemple, c'est un dispositif qui s'appelle le Dutreil, le pacte Dutreil. En gros, c'est un truc qui permet de transmettre à son enfant une entreprise sans payer trop d'impôts. Moi, je vais vous le dire, c'est à titre personnel, moi je trouve que c'est un très bon dispositif dans certains cas de figure. Et ça a été créé initialement pour lutter contre la fermeture des commerces en zone rurale. Typiquement, le boulanger qui veut léguer son entreprise à son fils sans trop payer d'impôts parce que c'est quand même pas l'emplacement le plus rentable dans un village de 200 habitants, effectivement, le dispositif, on peut en discuter de sa pertinence, tout ça. Le vrai problème, c'est que quand il est utilisé par des multinationales ou par des grosses boîtes, on travestit la loi. Donc, quand on dit à chaque fois supprimer le pacte Dutreil, je vous le dis, effectivement, je comprends la logique, il n'y a pas de problème. On risque aussi de faire des dégâts. Donc, il faut... nous, on le dit pas. On ne dit pas qu'il faut supprimer. C'est ça, on dit qu'il faut l'encadrer, le resserrer. Corriger. Et notamment dans la matière qui est transmise avec le Dutreil. Parce que non seulement il y a les biens professionnels qui sont transmis dans le Dutreil, mais il peut y avoir des biens personnels, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas essentiels. Le but du Dutreil, c'est que l'entreprise continue. Et que donc l'outil industriel, l'outil artisanal, puisse être effectivement transmis pour que l'activité continue. C'est un bon dispositif, effectivement. Sauf que là, il y a des abus énormes qui font que on transmet certes l'outil industriel pour travailler, mais à côté, on peut transmettre la Ferrari qui est dans le garage. C'est la voiture de fonction, c'est pour ça. L'appartement de fonction. Donc il y a des choses à encadrer, et puis il y a des améliorations à faire, on l'a vu avec l'émission, c'était Lucé sur le pacte Dutreil, où Bercy doit absolument revoir un petit peu ses chiffres. Puisque sur ces dernières années, l'estimation de ce que ramène le pacte Dutreil de mémoire, c'était 500. De ce que ça coûte, de ce que ça coûte à l'État, cette niche, 500 millions d'euros. Et ce chiffre est resté le même, alors que le nombre de pactes Dutreil, lui, il a fortement augmenté. Donc on voit bien que les projections, les estimations sont totalement farfelues. Peut-être avant de passer à un prochain truc sur les gens qui nous rejoignent, parce qu'il y a des gens qui nous rejoignent en continu. Donc vous êtes sur l'émission À l'affût qui est sur la chaîne Twitch du Parti Socialiste. À l'affût, c'est une émission qu'on fait un mercredi sur deux
sur un sujet en particulier. Aujourd'hui, on parle des donations et des successions et comment en finir avec la société des héritiers, avec nos invités. Notamment avec Christine Pires-Beaune qui est, d'après le chat, la meilleure questeur depuis 10 ans. Voilà. Merci. Questeur à l'Assemblée nationale. Avec Nicolas Frémaux qui est donc professeur d'économie à l'université de Rouen-Normandie et Brice Gaillard qui est secrétaire national en charge du budget. Donc il y a pas mal de questions dans le chat. Merci de partager votre rapport à l'héritage et à la succession. Je vois qu'on a un chat qui doit pas avoir un héritage de 100 000 euros à donner tous les ans. Voilà, visiblement, vu que c'est pas votre sujet. Mais en tout cas, on demande encore le mot questeuse. Ça sera le questeur, pour le féminiser le mot. C'est un autre sujet. Voilà. Non, donc peut-être sur d'autres questions qu'on avait prévues, cette émission est préparée, hein, il y avait un déroulé, donc on essaie de suivre le chat, on est avec vous et en même temps on a quand même des questions qui sont prévues, donc on est là. En réalité, là, parce qu'effectivement on a parlé de la famille. Exactement, il y a cette question-là de la famille qui impacte et effectivement Christine avait bossé là-dessus à l'époque et tu avais pris la décision justement de ne pas traiter ce sujet-là directement dans ta proposition de loi. Exactement, mais Nicolas le disait tout à l'heure, on a des taux qui, selon que l'on transmet de parents à enfants, sont extrêmement faibles, et des taux, si vous transmettez à grand-oncle, petite cousine, j'en sais rien, voire inconnus, frères, sœurs, où là, vous avez des taux d'imposition qui peuvent grimper jusqu'à 60%, je crois, ce qui est énorme. Et d'ailleurs, dans les 15 milliards d'euros qui sont reçus chaque année par le budget de l'État, la plus grosse partie, elle vient des successions indirectes. Et or, aujourd'hui, ce qui pouvait se comprendre il y a longtemps avec la famille nucléaire, où vous aviez les parents, les enfants, aujourd'hui, évidemment, la société, c'est plus celle-ci. Vous avez des familles recomposées, vous avez des familles divorcées. Donc, notre système tel qu'il est aujourd'hui n'est plus du tout en phase avec ce qu'est la société. Et pourquoi est-ce que toi tu avais décidé d'exclure ce sujet parce que c'était compliqué, parce que bon, j'avais pas non plus parlé du pacte du trail par exemple dans la proposition de loi. On s'était concentré sur 2-3 pistes, n'était pas allé plus loin, et d'ailleurs j'avais travaillé avec Nicolas à l'époque en 2020, mais c'est quelque chose qu'il faudrait reprendre. Même s'il y a encore un attachement, notamment de la droite et du centre, à cette famille nucléaire qu'il ne faut pas toucher. Il y a cette réserve héréditaire. C'est quoi la réserve héréditaire? C'est que vous n'avez pas le droit de déshériter vos enfants pour une partie. Voilà. C'est ça, contrairement à ce qu'on peut avoir aux États-Unis, on parle de plein de séries. On a toujours l'idée que le testament va bouleverser, etc. En France, en fait, le testament, il ne sert pas à grand-chose, quoi. Donc, on peut jouer sur une petite part, mais en fait, on ne peut pas déshériter les enfants, ce qui est souvent une question qui revient pas mal, quoi. Mais en effet, la définition, l'impôt, il y a plein de questions techniques depuis le début sur les taux, les niches, etc. En fait, c'est aussi une définition de la famille. Donc, pendant longtemps, par exemple, les gens à qui on pouvait transmettre, c'était les enfants qu'on avait reconnus. Donc un enfant adultérin, en fait, il n'était pas traité comme les autres enfants. Donc aujourd'hui, dès que c'est votre enfant biologique, il est traité toujours de la même manière. Et la limite laquelle on discute aujourd'hui, il y a eu beaucoup de débats, c'est l'enfant de votre conjoint, quoi. Les familles recomposées, vous pouvez avoir élevé votre enfant, l'enfant de votre conjoint comme le vôtre. Et donc cette frontière-là, aujourd'hui, c'est une frontière qui se discute, quoi. Donc est-ce que c'est pas une frontière affective aujourd'hui, plutôt biologique? C'est un vrai enjeu. Donc c'est pour ça que c'est dur de traiter tous les thèmes en une seule proposition. Moi, je vais comprendre, grâce à vous, le sujet People Johnny Hallyday. Je l'avais pas compris. Bien sûr. Mais c'est vraiment ça. Le problème entre les filles Hallyday et Laetitia Hallyday, du coup, j'ai un peu suivi le sujet. C'est une question d'héritage parce qu'en fait, on peut pas déshériter du coup les filles Hallyday parce qu'elles ont été adoptées par Johnny et du coup. En plus, le problème qu'ils sont sur 2 continents, donc savoir sous quelles règles on se passe, est-ce que c'est la règle américaine vous pouvez le faire ou la règle française, donc c'est Sachant c'est moins le sujet-là, mais c'est quand même important. Mettons au clair le sujet de Johnny. Merci pour cette clarification. Mais effectivement, là-dessus, je crois tout à l'heure dans le chat, on disait qu'il y a plein de jeunes, effectivement plein de personnes qui se sentent pas concernés par le sujet parce qu'ils n'ont pas un argent qui suffisant pour pouvoir donner les héritages aériens. Mais en fait, tout le monde est concerné. C'est un sujet de société au sens large. Ça a été dit, c'est la question de la structuration de la famille, des relations familiales. Enfin, moi, je suis désolé, s'il y a une seule personne dans le chat qui nous dit que dans son entourage proche ou loin, il n'a pas connu un héritage qui se passait mal avec des remariages, des divorces, des enfants, des belles-sœurs, des beaux-frères ou demi-frères, demi-sœurs, moi, je suis preneur parce qu'effectivement, on a toutes et tous connu ou connaissance dans notre vie de situations
situation qui montre que la loi, elle n'est pas adaptée. Elle est clairement pas adaptée. Et même quand les montants en jeu sont pas énormes. Voilà, on a, c'est le lot d'ailleurs de toutes les séries télé françaises, de la plupart, qui font un peu de drama là-dessus. Donc il y a vraiment ce sujet de société là. Et puis au-delà de ça, que ça ne concerne pas, il y a un sujet d'équité de traitement. C'est voilà, symboliquement, c'est sans doute l'un des impôts le plus injuste qui existe aujourd'hui dans le pays. Et c'est aussi le rôle des socialistes de dire à un moment que même si ça ne concerne pas tout le monde, il faut y aller. Et il faut réguler ce point parce que la situation actuelle, elle ne va pas, quoi. Je salue Joseph qui vient de nous rejoindre aussi. N'hésitez pas à nous mettre dans le chat vos rapports à la donation, à la succession. Et si vous avez des témoignages de comment ça se passe mal potentiellement aussi, et ça permet de montrer aussi pourquoi c'est un sujet qui est aussi impopulaire et aussi compliqué à traiter, alors même qu'en fait on se rend compte quand on regarde juste le factuel des chiffres, qu'en fait finalement il y a des choses assez évidentes qui pourraient mettre d'accord à peu près tout le monde, du moins une majorité de la population qui ne serait pas concernée par ce dont on parle. Ça avait prévu plusieurs points. Oui, parce que justement, puisqu'on est sur les inégalités, l'injustice, Nicolas avait travaillé, il travaille sur le côté anti-redistributif de la chose pour montrer que effectivement, là où c'est complètement délirant, c'est que plus vous êtes riche, plus vous êtes privilégié avec ce dispositif et qu'il y a quand même beaucoup de choses. C'est comme Christine le disait, là il ne faut pas faire du paramétrique pour changer, on ne va pas passer de 45 à 46%. Le sujet il n'est pas là. C'est de tout casser et de tout reconstruire parce que c'est très 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 injuste. Oui, ce qui est important, c'est surtout le décalage entre les taux dont on parlait tout à l'heure, le taux un peu théorique. On va souvent dire, je vais mettre en avant, le taux de 45%. Déjà, souvent, on entretient le doute en disant est-ce que vous payez 45% des premiers euros que vous recevez? Bon, c'est pas le cas. Ouais. Il y a souvent une confusion là-dessus. Donc, c'est déjà un premier élément, c'est que c'est pas le cas. En fait, les 45%, ils vont s'appliquer quand vous recevez ou en tant qu'héritier. Ils s'appliquent au-delà de 1,8 million d'euros. Donc, déjà, pour les atteindre, et surtout, il y a plein de moyens d'éviter l'impôt avant. Et donc, il y a un travail. Donc, un des problèmes, c'est de savoir ce que disait Christine tout à l'heure, qu'est-ce que coûte en fait chacun des dispositifs, comment ça marche. Donc, tout est très compliqué. Et en fait, on n'a pas beaucoup d'informations. Et donc, il y a quand même des gens qui réussissent à avoir des informations. Il y a eu donc le Conseil d'analyse économique, qui est un organisme qui permet donc qui évalue beaucoup de politiques publiques qui est lié au Premier ministre, qui va essayer de chiffrer notamment le pacte du trait dont on parlait ou d'autres dispositifs, pour avoir le taux effectif, donc le taux que vous payez une fois que vous avez déduit tout ce que vous pouvez déduire, et ce que montrait justement ce rapport-là, qui est très, très bien fait, c'est que pour le 0,1% des héritiers, donc des personnes qui vont recevoir au cours de leur vie donc jusqu'à 13 millions d'euros en moyenne, là on est vraiment sur des gens qui peuvent vivre de leur rente. Le taux en fait pratiqué c'était 10%, donc c'est bien en dessous des 45%, c'est pas zéro non plus, donc c'est-à-dire qu'en gros sans l'impôt ce serait pire, mais on n'est quand même pas sur un taux, 10% sans multiplier les chiffres, c'est à peu près ce qu'on paye en CSG tous en fait dès qu'on reçoit des revenus. Donc, dès que vous recevez un salaire, vous avez un prélèvement, si vous regardez votre fiche, qui est en gros entre 8 et 9%. Donc là, dès que vous êtes, que vous soyez au SMIC, quel que soit le salaire, donc vous avez Bernard Arnault, Kylian Mbappé ou quelqu'un qui travaille au SMIC, c'est les mêmes 8% en fait. Et donc là, on va dire 10%, c'est ce que vont recevoir des gens qui peuvent vivre de leur rente. Donc on se dit, le côté confiscatoire, en fait, on peut jouer dessus, on peut trouver que 10% c'est trop, mais on peut se dire aussi c'est loin des 45 ou c'est loin des taux qui ont été pratiqués pendant très longtemps, par exemple aux États-Unis aussi, où ça pouvait monter jusqu'à 80-90%. Quand tu reçois 13 millions d'euros, 10%, oui, ça te laisse quand même avec bien 11 millions d'euros. Tu manges à la fin du mois, il n'y a pas de voilà, en fait, c'est ça, c'est que moi c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'effectivement, être taxé, c'est donc voler. Bon, on parlait déjà de la question du mérite tout à l'heure, etc. Mais là, on parle quand même du coup d'une taxation qui est à la limite, vraiment plus qu'un dollar en fait, quand on parle de tel montant, quoi. Donc c'est très intéressant, effectivement. Il y a clairement quelque chose à revoir là-dessus, en tout cas. Il y avait une question dans le chat de savoir si la Cour des comptes avait dit, s'était positionnée sur la question de la donation de la succession. Oui, la Cour des comptes a notamment produit un rapport il n'y a pas très longtemps là-dessus, et notamment sur le pacte du trade, et sur l'assurance vie de mémoire. Et sur le cérémonichon aussi, non? Et sur le sérum, le dispositif forestier aussi. Peut-être, mais ça je ne l'ai pas lu. Mais sur le pacte du trade, c'est sûr, récemment, et sur l'assurance vie. En fait, il y a beaucoup de rapports, parce qu'il y a ceux du Conseil d'analyse économique au Cité Nicolas, il y a la Cour des comptes, il y a France Stratégie, il y a la Fondation Jean Jaurès qui vient de sortir là en novembre 2024 un rapport aussi sur les droits de succession. Donc les rapports, ils sont très nombreux et ils vont tous dans le même sens.
mais on a l'impression qu'on veut pas les voir. Ouais, c'est ça. Bah, après, je pense qu'on est quand même aussi dans un moment politique où malheureusement les personnes qui justement sont en position de prendre ces décisions-là, ou en tout cas de mettre ça à l'agenda, du coup, font pas forcément dans ce sens-là non plus. Mais et du coup, c'est juste par rapport au chat. Ouais. Et alors, on est en train de perdre le chat qui est en train de se demander est-ce que si ton fils s'était bardé là, il faudrait le désinfecter ou pas. Et ce à quoi on dit on pourrait même le démembrer. Alors là, c'est pas du tout le sujet de notre live. On est vraiment sur les donations succession. Donc on va éviter les infanticides. Je remets sur droit chemin parce qu'il y avait une question du chat qui était faut-il plutôt laisser un héritage par rapport au pourcentage de l'héritage de base ou plutôt par palier ou carrément fixer un maximum pour tout le monde. Alors, il y a plein de trucs dans cette question. Mais... Alors là-dessus, la doctrine socialiste, elle est très claire. C'est pas que sur les héritages. Nous, on est pour que l'impôt il soit progressif. C'est-à-dire que plus vous avez, plus vous êtes taxé, sans être confiscatoire. Donc oui, il est déjà par palier. Le problème, c'est que les paliers sont écrits n'importe comment. Donc il faudrait mettre des paliers, mais des vrais paliers qui marchent. Après, est-ce qu'il faut mettre un plafond? Moi, je crois pas. Bon, un plancher peut-être, éventuellement, ça on peut en discuter, mais si tu mets un plafond, mécaniquement, tu auras toujours la personne qui est au-dessus du plafond qui va en bénéficier. C'est-à-dire qu'un plancher, tu peux théoriquement faire bénéficier des gens en dessous du plancher, c'est-à-dire des gens qui sont peu aisés. Si tu mets un plafond, par structure même, ça bénéficie aux plus riches. Donc bon, ça c'est pas vraiment dans le cœur de la doctrine socialiste, a priori. Salut, il y a Hugo Perchoir qui nous regarde aussi. Hugo, si tu as des remarques à faire sur les donations et les successions, n'hésite pas à nous faire part de ton avis sur le sujet. Donc, on sait que tu suis quand même pas mal la politique et que c'est ton métier, et n'hésite pas à nous partager ton avis sur les donations et les successions. yes. Du coup, Christine, sur la progressivité, peut-être En fait, dans la proposition de loi, quand on inverse le système et qu'on dit on peut recevoir 300 000 euros, c'est le plancher. En fait, jusqu'à 300 000 euros, vous ne payez rien. Et au-dessus, il faut un tarif évidemment progressif, avec des taux qui s'appliquent réellement. Ce que disait Nicolas est important. C'est bien beau d'afficher 45% en ligne directe ou 60%, mais si ces taux ne s'appliquent jamais parce qu'il y a des niches, parce qu'il y a des systèmes dérogatoires, on se fait plaisir et on masque la réalité. C'est surtout ça. C'est pour ça qu'un bon système, un bon impôt, c'est évidemment une assiette très large, un taux progressif et le moins possible de systèmes dérogatoires. Et en plus, ça permet aux gens de comprendre. C'est pour ça que ce système, c'est important. Si vous ne comprenez pas ce que vous devez payer, vous n'allez jamais râler, vous n'allez jamais contester. Vous ne comprenez pas. Oui. Voilà. C'est pas pour moi, je paye. Puis ça arrive dans un moment où, en général, on perd quelqu'un, on perd un être cher en plus. Donc, c'est des moments douloureux. c'est des moments où on ne réfléchit pas à tout ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui explique aussi que la droite ait toujours réussi à faire passer cet impôt pour un impôt confiscatoire en le nommant l'impôt de la mort. L'impôt sur la mort, oui. On entend ça dans l'hémicycle. Alors, oui, carrément, carrément. Donc, faut vraiment combattre ça en disant, écoutez, c'est pas l'impôt sur la mort, c'est un cadeau de la vie. D'où le fait de changer la perspective et de se placer du point de vue des héritiers et du coup plus des personnes qui décèdent. Il y a quand même le truc qui revient dans le chat, puisqu'on a un chat très à gauche ce soir, c'est normal. Qui est quand même la question du plafond, c'est-à-dire parce que je sais que c'est envisagé, moi j'ai déjà entendu aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné dire à partir du moment où vous gagnez tant, et on prend tout quoi. Ça a déjà été fait par le passé pendant très longtemps. Dans un pays qu'on ne voit pas aujourd'hui comme étant très de gauche. Les États-Unis, en fait, l'ont fait pendant 50 ans. Au-delà d'un certain seuil, alors, le taux n'était pas 100%, mais il était 90%. En fait, en Suède, c'était 75%. Après, un certain seuil d'héritage, on prenait un taxe. On prend quasiment tout le reste. En fait, c'est que chaque euro qui dépasse de ce seuil-là, on va prendre 90, 95, etc. Et les États-Unis l'ont fait à la fois sur les revenus et sur l'héritage. En fait, dans un sens, ça plafonne l'héritage. Ça met un maximum à l'héritage et ça règle le problème. On ne prend pas tout dès le début, on permet aux gens, donc après le choix du plafond, est-ce que ça doit être 1 million, 2 millions, 10 millions, là ça peut être LFI proposé au-delà de 13 millions d'euros, on prenait tout, enfin c'est leur choix, et donc en fait ça a été fait par le passé, donc c'est tout à fait, c'est possible de le faire, peut-être pas à 100%, mais on peut s'en approcher. Mais ça a déjà été fait par le passé, quoi. C'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté. Après, tu as une difficulté technique là-dessus. C'est qu'à partir du moment où tu fais ça, la question mécaniquement qui vient après, c'est pourquoi 13 millions, pourquoi pas 12,5 millions, pourquoi pas 15 millions. Donc, tu as effectivement également tout. Enfin, c'est pas un sentiment d'injustice. Et puis bon, par ailleurs, on parle vraiment des très 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 fortunés. Donc bon, le sujet faut le relativiser. Mais effectivement, dans la construction de ta fiscalité, tu as un biais. Si tu laisses ta progressivité courir, au moins tu
un lissage qui est sans doute beaucoup plus fin, mais effectivement, ça marche, comme Christine le disait, que si tu n'as pas de niche fiscale, parce qu'il y a quand même des dispositifs qui sont hallucinants. Vous allez sur Internet, vous tapez rapidement assurance vie, je veux pas payer d'impôts, enfin, schématiquement, sur Google, dans les 5 premiers liens, vous allez avoir des grands établissements bancaires qui vont vous expliquer comment faire en plaçant de l'argent sur des assurances vie. Tous les riches qui me regardent dans le chat, il y a Brice qui me donne des conseils. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, on est sur un degré d'impunité qui est quand même complètement dingue. C'est-à-dire qu'on a des dispositifs légaux. En 30 secondes sur Internet, vous trouvez comment aller sur les niches fiscales les plus efficaces. Enfin, c'est pas normal. On va faire un tuto avec Brice. Oui, c'est vrai. Même des tutos. Mais sinon, vous avez la France démarre de pas mal de pays. Il y a plein de pays en fait qui ont supprimé l'impôt, qui ont vraiment allégé en fait l'entrée dans l'impôt. Par exemple, aux États-Unis, donc là je parlais des taux de quasiment de 100%. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, pour commencer à payer l'impôt aux États-Unis, c'est 12 millions de dollars. Donc si vous avez moins que ça, en France, on parlait des 100 000 euros par enfant, etc. Aux États-Unis, c'est 12 millions. Donc vous savez direct que vous alliez y échapper. Ouais. En France, on l'a fait de façon un peu indirecte ou pernicieuse selon la manière dont on voit. C'est-à-dire qu'on l'a gardé un peu à peu près le même seuil d'entrée. Ça, c'est un peu varié, mais pas tant que ça. Et on a multiplié les niches à côté, où ça nécessite quand même d'aller chercher l'info quelque part, quoi. Donc c'est ça, en fait la France, elle se démarque pas tant des autres pays, dans le sens où on a allégé l'impôt, mais de manière assez indirecte, quoi. Donc c'est ça qui est un peu particulier, je pense. Ok, ben on comptera sur vous pour clarifier tout ça, simplifier pour que les gens comprennent mieux et rendre le tout un peu plus efficace, effectivement. Il nous reste 10 minutes. Est-ce qu'il y avait des sujets hyper importants que vous n'avez pas abordés, que vous voulez aborder et surtout dire aux gens dans le chat aussi, c'est quoi qu'est-ce qu'on fait maintenant et qu'est-ce qu'il faut promouvoir Vous avez Je pense qu'il faut vraiment avoir à l'esprit que le creusement des inégalités, il se poursuit en fait. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Et il se poursuit encore une fois, non pas en raison des écarts de revenus qui sont réels, qui existent, mais l'échelle, on a un indicateur, l'échelle c'est le rapport, c'est de 1 à 14 pour les revenus. En gros, les 10% les mieux lotis perçoivent 14 fois ce que perçoivent les 10% les moins bien payés. Rapport 1 à 14. Sur le patrimoine, on est sur un rapport à 162. 162. Oh, wow. Et sur l'héritage, on est à 2000. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, vous pouvez travailler, vous pouvez effectivement être dans une famille très modeste, faire des études, être brillant, avoir un super métier. Vous ne serez jamais, sauf si vous créez la tech, une grande prise de la tech. Le Doctolib, peut-être, j'en sais rien. Mais sinon, vous n'arriverez jamais à ces niveaux-là d'argent. Ouais, c'est ça. Et encore une fois, si on veut lutter contre le déterminisme social, si on veut prôner la société du mérite, mais au bon sens du terme, parce que là aussi on peut, voilà, je pense que la première des choses à faire, c'est effectivement revenir sur cette taxation des héritages. Sinon, on va retrouver une situation qu'on a connue par le passé, où effectivement vous aurez les rentiers et les autres. Et sur un sujet de l'actualité, c'est qu'en fait, on est dans une période aussi démographique un peu particulière par rapport au fait qu'il y a ces baby boomers là, dont on a parlé, qui ont accumulé beaucoup de capital et qui en fait vont décéder. Et donc, c'est aussi, j'ai l'impression qu'il y a un truc c'est un peu le moment où il faut le faire parce qu'on a moyen d'avoir une période de redistribution qui pourrait être plus importante, quoi. Exactement, parce que dans les 15 ans qui viennent, là, le montant de ces flux-là, c'est 9 000 milliards. Ouais, c'est dans les 15 ans, 9 000 milliards. Je ne sais pas si vous voyez, la dette de la France, c'est 3 000 milliards. Ah oui. C'est vrai que c'est bien de remettre en... Donc il y a 9 000 milliards qui vont changer demain dans les 15 ans qui viennent. Qui vont changer demain. Donc oui, il y a vraiment urgence. Il y a vraiment urgence si on veut changer les choses. Parce qu'on a effectivement les baby boomers qui vont rentrer, voilà. On aura des dossiers en volume beaucoup plus important. Et puis on a un renchérissement aussi, lié aux dernières années là, où il faudrait agir tout de suite en fait, pour rééquilibrer les choses. Ouais, en plus surtout dans cette période où effectivement, tu parlais de la dette, dans cette période où effectivement on nous dit qu'on peut plus rien investir, on peut plus investir dans les services publics, etc., qu'on doit faire des réductions de soutien aux personnes, etc. Mais si on prend un tiers des héritages, il n'y a plus de dette. Voilà, c'est ça en fait. C'est un peu facile. Mais pour mettre en parallèle, effectivement, je trouve que c'est bien de le mettre en parallèle, c'est quand même bien. C'est montant. Totalement.
Nicolas, pour terminer, s'il y avait... T'avais une carte blanche aussi, si je me trompe Oui, pas. bah, c'est la même chose. Non, mais ouais, c'est ça. Je pense que les montants en jeu, en fait, on s'en rend pas compte et c'est assez important, en effet, qu'on ramène ça une année ou aux générations à venir. C'est un niveau d'inégalité un niveau d'héritage qui est assez délirant. Et la figure du rentier, ce qu'on disait, les rentiers ont remis, en fait, ils sont déjà là. Parmi les générations, alors, je ne sais pas quelle génération là, nous écoute, mais les gens nés dans les années 80-90, on estime, en fait, sur à peu près 10% de rentiers. Donc, des gens qui vont recevoir plus en héritage que toute une vie de travail. Donc, on est sur des montants, la plupart des gens, dans le chat, on n'a pas l'air de recevoir grand-chose en héritage. En fait, c'est très, très inégalement réparti. Il y a des stats que Brice a cité au début sur les milliardaires. En fait, c'est très, très concentré. Donc, on ne se rend pas compte de... je pense que c'est vraiment sous-estimé aussi le niveau d'inégalité. On ne se rend pas compte. Quand on pose des questions en français, ils ont l'impression que c'est à peu près aussi inégalement réparti que les salaires. Alors que c'est, comme Christine a dit, sans commune mesure. Et donc, l'impôt, là, malgré toutes les questions techniques qui sont... très, très passionnante, mais en fait, c'est un indicateur sur le niveau et le type d'inégalité qu'on est prêt à accepter. C'est vraiment un choix de société, c'est vraiment une chose qui marque vraiment la différence droite-gauche. Sur la campagne présidentielle de 2022, on voyait très bien les partis de gauche avec des formules différentes, mais qui allaient vers justement une augmentation de la progressivité de l'impôt, avec des recettes très différentes selon les partis, mais toujours la même chose. Et à droite, c'était vraiment sur des allègements, des fois suppression d'impôts, comme ce que Ciotti propose, ou vraiment des allègements. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui clive et qui vous dit vraiment sur le niveau d'inégalité. Et voilà, le caractère mérité ou hérité des inégalités, c'est pas du tout la même chose. Et ce qui est rageant, c'est que du coup, ça a l'impression que ça procède d'une non-information, d'un manque d'infos en fait dans le débat. Et du coup, les gens ont une position qui est assez tranchée sur un sujet sur lequel en fait on ne parle pas des bons chiffres, où on n'a pas en tête le fait qu'on n'est soi-même pas concerné ou que ça concerne très peu de personnes. C'est en partie ça, c'est en partie quelque chose qui s'entend tout à fait aussi, qui est l'attachement en fait. Quand vous avez travaillé toute votre vie, vous voulez pas que la maison, ou même si vous n'êtes pas propriétaire, ce soit pris. Et ça s'entend tout à fait. Et aujourd'hui, faut dire aux gens en effet qu'ils ne vont pas... que la plupart des gens vont pouvoir transmettre tranquillement leur patrimoine, mais ça peut s'entendre aussi, cet argument-là. Donc, il ne faut pas juste aller libérer verbalement en disant les Français comprennent rien. Je pense qu'il faut vraiment débattre, mais c'est souvent ce qu'on peut entendre aussi. Mais justement, c'est pas ce qu'on dit, c'est qu'au contraire, en fait, les Français, mais juste, c'est qu'effectivement, il y a un vrai manque d'information, en fait, et voire même des fois de la désinformation, dans le sens où quand on entend des gens qui se plaignent sur, effectivement, l'impôt potentiellement qui est prélevé sur leur succession. En fait, je pense qu'on oublie de mentionner peut-être les montants de cette succession, en fait. Et du coup, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, ça amène à penser que quand j'hériterai potentiellement un jour, du coup, je vais aussi être imposé autant. Sauf que c'est vraiment un manque d'information qui est assez désinformateur, même. Puis on voit souvent comme un coup de grâce aussi après plein d'autres impôts, parce que tous les Français payent beaucoup d'impôts, donc les gens se disent j'ai payé déjà ma TVA, mes impôts sur mon salaire, c'est le coup de grâce et je peux pas dessus là. Donc déjà, c'est aussi augmenter cet impôt-là, alors après utiliser des recettes, ça peut aussi servir à baisser d'autres impôts en fait. Donc c'est ça qui est important aussi aujourd'hui, on impose beaucoup le travail, peut-être qu'on pourrait imposer davantage d'héritage et moins de travail. Il y a une manière aussi de le présenter, de l'articuler qui... là c'est plus la stratégie après la politique. C'est assez important. Il nous reste 3 minutes. Est-ce que tu avais envie de dire une dernière phrase avant qu'on clôture avec un conseil lecture, si vous voulez. Avec un élément qu'on n'a pas évoqué, c'est l'âge moyen auquel on hérite aujourd'hui. Et parce que ça a son importance, et globalement, aujourd'hui, en moyenne, on hérite aux alentours de 55 ans. Et c'est très bien, parce que ça veut dire que nos parents vivent de plus en plus vieux, et quelque part, moralement, c'est une très bonne chose. Par contre, économiquement, ça a un impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on hérite à un moment où on n'a pas besoin d'argent, schématiquement. Alors, vous allez me dire, on a toujours besoin d'argent dans la vie. Oui, d'accord. Mais en tout cas, c'est sûr que quand on se lance dans la vie, quand on a 20-25 ans, un peu moins de 30 ans, qu'on se lance dans la vie active, qu'on crée sa boîte, qu'on fonde une famille, c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'argent. Et le système aujourd'hui ne répond pas à ça. C'est-à-dire qu'il nous faut trouver un système qui permet de taxer les riches davantage, pas par méchanceté, mais parce qu'ils sont moins taxés, pour réinjecter de l'argent aux générations, vers les générations qui ont besoin. Et je le dis, alors certes parce que je suis corporate, mais aussi parce que je crois véritablement dans ça. Il y a notre premier secrétaire, Olivier Faure, qui a écrit il y a quelques mois un bouquin qui s'appelle Le Capital républicain, et qui montre justement comment on pourrait aider la jeunesse en, mettant en place une redistribution de cet argent des héritages vers celles et ceux qui en ont vraiment besoin en termes de génération, celles et ceux qui se lancent dans la vie, et bien sûr
sous conditions sociales et pour pas qu'on finance tout et n'importe quoi, mais en tout cas celles et ceux qui ont véritablement besoin d'un coup de pouce dans la vie, en réalité du coup de pouce que celles et ceux qui ont hérité ont déjà eu dans le passé. Donc l'idée, voilà, c'est plus de méritocratie, plus de justice républicaine, et ce sujet-là, c'est pas un simple sujet financier, c'est pas un simple sujet fiscal, je crois que c'est vraiment un choix de société, c'est pour ça que voilà, on est très content que ça ait pu être le premier épisode de ce nouveau format du parti. Totalement, tout pareillement. Et on va clôturer. Est-ce que tu veux sur la reco culturelle? Oui, parce que moi j'y tiens. Vas-y. Parce que moi je me dis qu'on discute de tout plein de sujets qui sont effectivement, comme tu disais tout à l'heure, très techniques. Et je trouve que c'est toujours bien, au-delà des discussions, que potentiellement on puisse toutes et tous repartir avec des éléments pour approfondir tout ça. Et donc je me suis dit que le mieux c'était encore que vous, qui du coup êtes quand même bien connaisseurs du sujet, vous nous disiez potentiellement une recommandation culturelle, un livre, même un rapport si vous voulez, ou un film ou quoi que ce soit, quelque chose qui en tout cas vous a parlé et nous permettrait aussi du coup d'aller plus loin sur ces sujets. Normalement, c'est pas un exemple français, mais la série Succession qui est assez récente, mais je pense qu'elle a bien marché pour ça, montre à quel point justement l'argent peut pourrir la famille. Donc c'est un cas extrême évidemment de milliardaires aux États-Unis avec plein d'enjeux sur le rôle du testament qu'on n'a pas en France, mais ça montre bien ça. C'est une série qui est très forte de ce point de vue-là, je trouve. Ok, super. On prend note. Merci. Quelqu'un d'autre? Moi, je leur conseillerais bien de lire le livre de Nicolas. Qui est vraiment, c'est à la portée de tout le monde. Et moi, quand je me suis plongée dans ce sujet, j'ai commencé par là. Alors le titre, c'est Vers une société d'héritiers. Non, c'est Les Nouveaux Héritiers. Les Nouveaux Héritiers, voilà. De Nicolas Frémont. C'est ça, 2018, mais il est toujours d'actualité. Donc voilà une première lecture. Super. Le rapport de la Fondation Jean Jaurès de novembre qui vient de paraître, donc c'est aussi une bonne lecture. Et puis ceux qui préfèrent le grand écran, il y avait une émission à laquelle j'avais participé, mais non, j'ai oublié. Vous savez, c'était avec ces fauteuils rouges là. On était assis sur un plateau. C'était pas complément d'enquête. Voilà, où on avait aussi parlé de ça. C'est bien, c'est intéressant. Et sinon, l'émission d'Élise Lucet. Pour ceux qui veulent creuser un petit peu les niches notamment, ça peut être intéressant. Très bien, merci beaucoup Christine. Le livre, moi je vous l'ai déjà dit. Par contre, au-delà de ça, moi je pense qu'il faut avoir aussi un peu de curiosité par rapport à des faits divers qui sont souvent très glauques et très regrettables, mais ça montre en fait, au-delà de l'aspect financier, le fait que quand la loi elle est mal faite, quand la loi elle est injuste, schématiquement on va créer des drames familiaux, on va créer des difficultés familiales, et je le disais, voilà, on a tous et tous dans nos entourages des familles qui se sont déchirées sur des montants élevés, sur des montants pas élevés, mais en tout cas dans des situations de vie qui sont difficiles, parce que quand on perd des proches, c'est toujours la question de l'héritage en réalité, psychologiquement c'est pas la priorité, dans certains cas pour certains sans doute que ça l'est, mais en tout cas voilà, il y a toujours ces tensions humaines, et je crois que ça montre vraiment qu'il y a urgence à faire une loi qui soit financièrement intéressante, mais surtout qui soit juste, et qui permette qu'on ait une approche de la transmission du capital qui soit apaisée, ce qui n'est pas le cas en France, et c'est ce qu'on disait, et c'est pour ça que cet impôt il est si détesté aujourd'hui. Je donne la parole au chat pour finir. Il y a comme Aurélie qui nous disait qu'elle n'était pas d'accord sur le fait qu'à 55 ans, il y a aussi beaucoup d'héritiers qui ne vivent pas sur l'or à l'heure actuelle. Donc rappelez aussi qu'il y a l'égalité sur ça. Alors il y a des questions sur la censure, sur les retraites, on les voit, je les vois les questions. C'est pas le sujet de notre émission ce soir, à part si nos invités veulent se prononcer sur qu'est-ce qu'on fait une fois que les nouveaux... Alors la question précisément c'est: et après, quand les baby boomers seront morts, on fait quoi? Est-ce qu'on revient à 62 ou à 60 ans? Donc, question sur les retraites que je lance là, qui n'est pas obligé d'être répondue. Si on va laisser les partenaires sociaux en parler. J'allais dire, effectivement, on est en pleine démarche de convention avec les partenaires sociaux. Et si jamais demain on sera à l'Assemblée nationale, j'en profite du coup pour le live lors de la niche parlementaire. Et on aura également l'occasion de discuter avec des députés socialistes de ces sujets-là aussi, si vous voulez nous rejoindre de nouveau sur Twitch demain
et qu'on rediscute de tout ça. On aura toute la journée, littéralement, de 9h à minuit. On va clôturer là. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'avoir commenté le chat. On vous donne rendez-vous demain de 9h à minuit. On est en live en direct de l'Assemblée, comme l'a dit Apolline, avec des députés. Il y a 8 propositions de loi qui sont portées par les députés socialistes. On espère qu'elles vont toutes passer demain dans la journée. En tout cas, on va les suivre. Il y aura une première loi contre la vie chère en outre-mer. Il y a un nombre de soignants par patient aussi, notamment Le repas rue à un repas rue à 1 euro et une loi sur les ascenseurs aussi qui est portée par Philippe Rhin. Donc c'est au moins ces 4 premières lois. Puis il y en a 4 autres en tout. Merci beaucoup d'être là. Et si je peux me permettre également, on se retrouve également dans 2 semaines du coup, puisque donc cette émission à l'affût est toutes les 2 semaines. Et déjà pour vous annoncer le sujet, dans 2 semaines on sera là avec donc Maxime Sauvage qui est secrétaire national en charge du sport notamment, et il nous parlera de tout ce qui est sport, santé, sédentarité, pardon, pas solidarité, enfin l'un n'empêche pas l'autre. Mais donc du coup ce sera pareil de 19h à 20h. Et on vous attend nombreuses et on espère que vous partagerez tout ça aussi autour de vous pour qu'on ait encore plus de monde qui vienne discuter avec nous dans le chat. Christine, il y a des gens qui demandent à ce que tu reviennes dans le Puy-de-Dôme. Je transmets le message. Vendredi matin, Il y a un certain Baptiste a priori qui dit reviens-nous dans le Puy-de-Dôme, Christine. Voilà, donc, merci à vous et bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup.